est-ce que, à ton époque, on pouvait se permettre de rêver de NBA? Je dis à ton époque. Ouais. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans The Muse Podcast pour un nouvel épisode. Et oui, je suis de retour du Canada pour l'occasion. Ouais. Toujours Enfin. avec mon gars Alonso en pleine forme comme vous le voyez. Et là, cette semaine, un épisode encore un peu basket. Comme c'est mon retour, du coup, on s'est permis. On est avec Alexandre Libert. Comment tu vas? Ah bien, ouais, merci. Enchanté. Capitaine du Brussels. Du coup, avec une belle carrière. Presque 100% en Belgique d'ailleurs. Enfin, tu as fait un peu des fenêtres internationales et tout, mais en fait, ta carrière s'est concentrée que en Belgique. C'est ça, ouais. Bon, d'abord, tu peux m'appeler Alex, t'es pas obligé de m'appeler Alexandre. Comme tu Je veux. m'ai jamais appelé Alexandre, donc voilà. Ah ouais? Pour la petite histoire, ouais, c'est vrai. Depuis que je suis tout petit, on m'appelle Alex, donc c'est très bien. Alex, c'est très bien pour moi. Ouais, pour revenir sur ma carrière, ouais, ça s'est passé principalement en Belgique. J'ai joué 10 ans avec l'équipe nationale, donc ça m'a permis de voyager. J'ai joué beaucoup de Coupes d'Europe avec des clubs belges, mais ma carrière en club, c'était exclusivement en Belgique, ouais. Ok, bah franchement trop intéressant, on va pouvoir revenir un peu On va revenir un peu dessus. sur tout ça. Mais avant de commencer, nous on a une petite tradition, on fait toujours un petit jeu au début. Petite interruption dans la vidéo pour faire un gros shout-out à Bestrite, le sponsor du Brussels, les chaussettes, vous connaissez déjà. Donc voilà, si vous voulez faire des cadeaux à votre basketteur ou votre basketteuse préférée pour ces fêtes, il y a tout ce qu'il faut sur le site et vous avez moins 10% grâce au code MUSE10. Merci à tous. Histoire de détendre l'atmosphère. Cette fois-ci, le jeu, c'est très simple. En gros, on a prévu 10-12 questions. Ouais. Le but, c'est de répondre au plus possible en moins d'une minute. Ok. Donc, Vraiment le plus rapidement tu peux faire possible, quoi. des réponses courtes. Alonso, je te laisse l'honneur de... Joker, on a des passes, on a... Tu peux passer si tu veux. peux passer Ouais. si tu veux, ouais. Franchement, si tu arrives à tout finir, Tu pas vas mal. mettre un petit timer, quoi. Ouais, je vais mettre un petit timer comme ça. On Vas-y. fait les choses corda, on fait les choses bien. Attends, hop. Ok. Ouais, magnifique. T'es prêt? T'es prêt? Alonso, t'es prêt? Ouais. C'est parti. Le match le plus mémorable de ta carrière? L'Espagne à l'Euro 2022. Ok. Le joueur le plus difficile à défendre? Deron Williams. Ok. Ta ville de basket la préférée en Belgique? Mons. Bon, c'est ok. L'entraîneur qui t'a le plus marqué? Ça, c'est dur. Je vais dire Finch, le premier que j'ai. Ok. Ton repas d'avant-match préféré? Classique, des pâtes. Ok. Passe-temps en dehors du basket? L'architecture. Oh. Son rôle après sa carrière de jeu. Genre, ton rôle après ta carrière de joueur? Indécis. Le meilleur public que tu aies connu? Joker. Ok. Qui est ton joueur préféré? Michael Jordan. Le maximum de points que tu as inscrit dans un match officiel? En pro, 32. 32. Ok. Pas mal, ça va là. On a combien? Ouais, c'est fini, là. Ouais, regarde, t'as vu là? T'as fait 59. J'ai arrêté 2 secondes après, je pense. 59. Bah ouais. Franchement. T'as joué contre Deron Williams? Dingue ça. Putain. Ouais, j'ai joué contre beaucoup de stars NBA. Hein. Mais Deron Williams, j'ai joué contre lui en club. Parce qu'il y en a. J'ai joué contre Doncic avec l'équipe nationale. J'ai joué contre Antetokounmpo. Enfin, beaucoup de gros noms. Mais Deron Williams, j'ai joué contre lui quand j'étais à Mons. Et il y a eu un lockout en NBA. Et lui est venu jouer pour Beşiktaş. Et on a joué un aller-retour européen avec Mons. Et donc, Deron Williams à la Mons Arena. Et parmi tout cela, tu trouves que c'est le plus dur à défendre? Ouais, je pense c'est sûrement le timing qui fait aussi. J'étais tout jeune, j'avais j'avais 19 ans, je pense. Et voilà, le fait d'être en face d'un gars comme ça à ce moment-là de ma carrière, ouais, voilà, ça m'a marqué, quoi. Ouais, Ça m'a marqué, ok. Après, je t'avouais qu'une fois que le match démarre, en fait, on fait un peu abstraction peut-être de la différence de niveau et du fait que ce soit des gros noms et des tout, gros ouais. noms, des stars qui jouent en NBA ou quoi. Une fois que le match démarre, voilà, c'est tout. Ça reste un joueur comme nous, quoi. Ok, ouais. T'as commencé ta carrière à Mons du coup? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé le basket à 3 ans. Mhm. J'ai joué de 3 à 13 ans dans un plus petit club de la région de Mons qui s'appelait Flénu-Carnion. Je pense que maintenant... Ah, je connais. Si, c'est Carnion. Et puis, j'ai été à Montseno de mes 13 à 18 en tant que jeune. Et puis, à 18 ans, je suis passé pro. J'ai joué 5 ans comme pro à Montseno. Donc, c'est là que j'ai démarré ma carrière pro, ouais.
Putain, c'est trop bien ça. Et puis, tu es passé par Charleroi, Pépinster aussi. Ouais, donc après Mons, j'ai fait Pépinster pendant 2 saisons. De là, j'ai été à Charleroi pendant 8 saisons avant d'arriver au Brussels. Et Ok. c'est ma 3e saison, quoi. Et donc, dans tout ça, toi, tu t'as jamais envisagé la possibilité d'aller à l'étranger? Ouais, c'est pas que je l'ai jamais envisagé, mais ça n'a jamais été une fin en soi. Ça n'a jamais été réussite ou échec si carrière à l'étranger. Non. Voilà, s'il y avait une opportunité et que c'était quelque chose qui pouvait venir amener un step supplémentaire à ma carrière, alors oui, pourquoi pas, mais partir à l'étranger pour dire de partir à l'étranger, ça n'a jamais été ma philosophie. Et puis, c'est une question d'opportunité, au bon moment, de contact, etc. Et moi, j'ai souvent eu des contrats aussi assez longue durée. Mhm. J'étais à Mons, ok, mon premier contrat à 18 ans, pas, mais après, c'était contrat de 3 ans. Je suis parti à Pépinster 2 ans, j'ai signé à Charleroi 3+2. À la fin des 3 premières, j'ai signé un contrat de 5 ans. Donc, Ouais. j'ai Ah ouais. souvent Ouais, été ouais, quand ouais. même pas cadenassé. J'ai eu un peu de l'intérêt et tout ça, mais j'ai pas non plus été à la recherche à tout prix. Ah, il faut à tout prix partir, quoi. C'était, voilà, si ça doit se présenter, c'est que ça doit se faire. Mais je suis très content, pardon, et très fier d'avoir fait toute ma carrière en Belgique aussi, quoi. Ok. Il y a assez d'opportunités, tu trouves, en Belgique pour un basketteur? Dans quel sens? Pour partir à l'étranger? Bah, non, non, pour justement faire une carrière en Non, pour faire une Belgique. carrière. Moi, je pense que c'est un peu comme dans tous les milieux, il faut se la créer, quoi. Hmm. Il n'y a rien qui arrive par hasard non plus. Alors, il faut peut-être, il y a certainement un petit facteur chance d'être au bon endroit au bon moment, etc. Mais je pense qu'à partir du moment où on a envie de quelque chose et qu'on se donne les moyens d'y arriver, je pense qu'il n'y a rien d'impossible non plus. Mhm. Moi, j'ai démarré, je veux dire, j'étais tout petit dans le petit club de Flénu-Carnion. Bah, à ce moment-là, je me disais, ah, si un jour j'arrive à jouer avec l'équipe première, et donc à l'époque c'était en division 3 ou en division 2, ce serait déjà une super Ouais. réussite. Et au final, on grandit, et on se dit, ah bah non, j'ai envie d'aller voir plus haut, j'arrive à Montseno, et là, bah oui, ça devient, au début, à 13 ans, c'est plus un rêve que vraiment un objectif. Et puis plus on avance, 15 ans, 16 ans, où là, on se dit, bah ouais, je vais quand même mettre tous les moyens de mon côté pour peut-être y arriver. Et voilà, je pense que les opportunités, il faut savoir se les créer, quoi. Mhm. Et du coup, tu trouves que durant toutes ces années-là, le basket il a vraiment évolué en Belgique ou pas? Il est différent. Déjà, Oui. les salles sont moins remplies. Ça, c'est peut-être le point négatif. Et on travaille, notamment à Bruxelles, ils travaillent énormément pour essayer de remplir les salles. On a, Non, on en Ah parlait, ouais, on ça, en parlait franchement, justement avant. On en parlait juste avant. C'est très très fort. Ouais. C'est vraiment très très fort. Ça crée un engouement autour. Vraiment une grosse équipe là, dans les bureaux qui travaillent à remplir cette salle, que ce soit à Neder-Overbeek ou à l'ING Arena, encore plus. Voilà, quand Mhm. on a la chance de pouvoir créer des événements pareils et de pouvoir les remplir et d'allier un petit peu tout ce côté chaud qu'il y avait avant. Je veux dire, Ah, il y a eu ça. ouais, il y a Ah, 10-15 ans, il y avait Putain, j'ai pas connu ça. Moi aussi. Hein. c'est Vraiment. ça, mais toutes les salles étaient remplies. Partout en Belgique, toutes les salles étaient remplies. C'était C'est vrai qu'à Mons, avant, 3 000, c'était. 4 000, 5 000 personnes en fonction des capacités de salle. Et moi, je me souviens, en tant que jeune, quand je n'étais pas encore pro à Mons, bah, on avait notre entrée pour venir voir le match d'équipe première. On n'a pas de place assise, quoi. On devait s'asseoir dans les escaliers parce que les salles étaient full, quoi. Et voilà, de voir qu'on a maintenant une équipe derrière nous aussi dans les bureaux qui travaille pour essayer de ramener des gens voir les matchs et créer aussi tout cet engouement autour, pas que le sport, pas que le match proprement dit, mais aussi du show à la mi-temps, au temps mort, etc. dans la salle, c'est cool parce que c'est pour ça que les gens aimaient bien venir voir le basket aussi, quoi. C'était un moment divertissant. Ah bah, il y a le sport de manière générale, Ouais. mais en plus de ça, voilà, ils venaient en famille, ils étaient au chaud dans une salle et il y avait plein de trucs qui se passaient, quoi. Mhm, mhm. Ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup au Bruxelles. En tout cas, moi, j'étais assez impressionné quand je suis venu voir le match, le dernier match du coup Ouais, que vous le avez dernier joué à match, l'ING ouais. Arena. Ouais, ouais. C'était vraiment un truc que j'avais pas vu à Bruxelles depuis que je joue, et je joue depuis 10 ans, je crois, un truc comme ça. Et j'avais jamais vu ça ni à Bruxelles ni ailleurs. Donc franchement, Non, c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Bah ouais, non, ils font vraiment du bon boulot. Et ici, je pense que le match du 23, là, de 23 décembre, ça risque Ça va d'être être un show, fort ça. bien, quoi. Mhm. C'est une pression pour toi de jouer Non, non, du tout. On a hâte, en fait, de pouvoir jouer des matchs comme ça, quoi. C'est toujours plus plaisant d'être dans une salle remplie. Alors, la motivation, il y a moins de motivation à aller chercher, forcément. Plus il y a de gens, plus il y a d'engouement pour un match, plus c'est facile de démarrer, on va dire. Alors, ouais, c'est peut-être. Mais bon, en tant que
sportif pro, c'est aussi pour ça qu'on joue, quoi. Ouais. Bah ouais. Je préfère jouer dans une salle où il y a 4000 personnes, il y a un peu plus de pression, que jouer dans une salle vide où il faut aller chercher la motivation au fond de toi-même, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, il y a plus de gens aussi Tu vois, le qui, track, tu vois. qui viennent. Non, je veux dire dans les spectateurs qui viennent sans forcément connaître et donc qui n'ont pas forcément tu vois, qui vont pas forcément encourager ou quoi, qui viennent pour regarder, pour se divertir et tout. Ça fait aussi partie du truc. Bon, c'est Ouais. cool, hein. Moi, le dernier match, moi, j'étais là. Hein. Ouais, c'est vrai. Lui, il était à fond. J'ai j'étais là, des vidéos là. À tout moment, je les ressors là, tout de suite là. Parce que la télé. Mais ouais, il était à fond. Bah, moi aussi j'invite aussi des amis qui connaissent pas spécialement le basket et alors ils viennent et pour la première fois ils sont dans cette grande salle, l'Indy Arena et tout ça. Et ouais, c'est un spectacle, quoi. C'est impressionnant, quoi. Ok. Je voulais te parler aussi par rapport. Tu sais, on a 2 Belges en NBA en ce ça. moment. Est-ce que, à ton époque, on pouvait se permettre de rêver de NBA? Je dis à ton époque. Ouais. Non, ouais, j'ai compris. Ben, moi, je vais pas te cacher, j'en ai jamais rêvé. Alors oui, j'étais dans mon jardin et je faisais des 1 contre 0, et je faisais 3, 2, 1 en pensant que j'étais Michael Jordan. Mais si je dois être honnête, non, j'ai jamais rêvé de NBA parce que pour moi, c'était pas réaliste. Voilà, je vois le gabarit que j'ai. Je regardais les matchs en VHS, je me rendais bien compte que ça allait être compliqué, quoi. Par contre, oui, j'ai rêvé de jouer en Euroleague, voilà, des choses comme ça, mais la NBA, et c'est vrai qu'à mon époque, comme tu as dit, le fait de pouvoir partir aux États-Unis était quand même peut-être plus compliqué aussi. Je pense que l'accès vers le collège, l'accès vers les États-Unis, c'était plus compliqué. Ouais. Ouais, vu que le basket était tellement différent, forcément, c'est forcément beaucoup plus compliqué quoi, de se dire, ouais, je vais y aller. Mais vraiment, là, on en parlait, les équipes européennes deviennent de plus en plus fortes. Enfin, les joueurs européens deviennent de plus en plus forts. Du coup, ça devient de plus en plus facile et accessible, en fait, de pouvoir y aller, quoi. Ouais, mais il y a de plus en plus d'Européens en fait qui partent au collège. Maintenant, voilà, avec les nouvelles règles où les collégiens peuvent être payés aussi, on voit de plus en plus d'Européens qui sont passés pro, qui font 1 ou 2 saisons pro, et puis qui sont appelés à venir à jouer 1 an, 2 ans ou plus au collège avant potentiellement d'aller en NBA. Alors, c'est pas le cas de EJ Mitchell et de Toumani Camara qui ont une histoire différente. EJ, il a vraiment fait toutes ses classes là-bas avant d'être parti pour la NBA. Mais ici, il y a plein d'exemples de gars qui étaient l'année passée en B-Next League, donc dans notre Ouais. ici en Belgique, qui sont partis au collège pour 1, 2, 3 saisons. Et voilà, qui sait, peut-être que ça amènera à avoir quelques joueurs en plus en NBA. Mais c'est sûr qu'il y a un engouement pour les joueurs européens pour le moment en NBA. Alors, est-ce qu'ils font un peu marche arrière sur leur style de jeu? Je pense pas, hein, mais qui est quand même beaucoup plus individualiste Ah ouais. que le style de jeu européen, qui est beaucoup plus collectif, qui est beaucoup plus dans la lecture de jeu, compréhension du jeu, et qu'ils essaient d'attirer ce genre de joueurs dans leur ligue. On a l'impression, on voit ces dernières années les meilleurs joueurs, Luka Doncic, Antetokounmpo. Ouais, c'est tous des Européens. Ok, il y a Shea aussi qui fait la différence, mais on voit quand même que de plus en plus, ils aiment avoir des Européens, je pense, pour cet aspect-là du jeu, quoi. On va un peu revenir sur ta carrière à toi. Parce que là, maintenant, tu es capitaine du Bruxelles Basket. Bon, du coup, à quel moment tu t'es vraiment senti ok, là, maintenant, je peux assumer ce rôle, je suis un leader, tu vois, je suis le leader. Je l'assume depuis que je suis tout petit, en fait. Ouais. Dans tous les clubs où je suis passé, et je veux dire, c'est pas le titre qui fait, je pense que c'est juste un trait de personnalité. Depuis que je joue au basket, ok, peut-être pas à 3 ans, mais assez rapidement, j'ai eu, capitaine ou pas, j'ai toujours eu un rôle d'aider mes coéquipiers, d'encourager mes coéquipiers. Ouais, c'est un sport collectif, donc forcément, au mieux on sera ensemble, au plus haut on pourra aller, quoi. Donc ça m'a toujours, et que ce soit dans le basket ou dans la vie de manière générale, ça me tient toujours à cœur que les gens autour de moi se sentent bien et beaucoup dans le partage et tout ça, Ouais. la connexion avec les gens. Et donc,
ouais, naturellement, je pense. Alors, le titre d'être capitaine ou pas, je veux dire, Ouais, je m'en fous. mais voilà, entre être guillemets, le leader, quoi. mais ouais, à Mons, à 19 ans, j'étais capitaine aussi. J'ai fait ma première année, Mhm. dès ma deuxième année pro, j'étais capitaine. Je suis arrivé à Pepinster. Ma deuxième année, j'étais capitaine. J'ai changé, je suis arrivé à Charleroi. Ma deuxième année, j'étais capitaine aussi. Donc en fait, dans tous les clubs où j'ai été, je suis devenu Ouais. capitaine, mais je veux dire, c'est pas vraiment le titre qui fait que. Je pense que c'est juste moi, qu'on me le donne ou pas, ce titre-là, ça changera rien à ma Ah, façon ta de façon jouer de quoi, jouer. avec mes coéquipiers. Mais en quoi ça correspond, d'après toi, justement, le fait d'être capitaine? Ouais, je pense que ce que le staff, le coach, le club attend de ce joueur-là, de ce titre-là, c'est de pouvoir être le relais en fait auprès de l'équipe, le relais ou avoir quelqu'un qui va pouvoir prendre le groupe avec lui et montrer la direction et dire ok les gars, c'est par là qu'on va. Donc voilà, s'il peut faire le lien avec la philosophie, l'idée du coach, du club et le basket à développer, bah, très bien. Mais je pense que c'est pas qu'un aspect sportif, c'est plus un aspect ouais, emmener les gens dans la bonne direction, montrer l'exemple aussi, parce que c'est pas juste vocal en fait, c'est plus même dans la façon de faire, dans la façon de travailler. euh, et je pense que c'est cet aspect-là qu'un Ça coach. t'ajoute Ouais. pas une petite pression un peu en plus ou... Non, parce Ah, que moi je suis comme ça dans mon quotidien envers moi-même. Donc, allez, je veux dire, c'est naturel. Et comme je dis, le titre, c'est juste un brassard qu'on vient mettre au foot en ouais. fait, mais on l'a pas, mais ça, moi, ça change strictement rien quoi. Ouais, c'est comme ça que je veux agir avec moi, donc c'est pas, je suis pas crispé. Oh mince, je suis capitaine, il va falloir que je montre le bel exemple. Non, je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres en fait. Du coup, t'avais commencé à Mons, Mhm. après c'était Verviers, Mhm. après Charleroi. En fait, là, après genre tes 5 années à Mons, qu'est-ce qui t'a dit ouais, ok, j'ai envie de changer, j'ai envie de bouger. Moi, je pense que j'arrivais à un tournant aussi. En fait, ma dernière saison à Mons, je me blesse. Enfin, je me Mhm. blesse. Non, j'ai des problèmes au genou, tendinite chronique, et donc je dois me faire opérer avant ma dernière saison. Je reviens plus ou moins en janvier, donc il me reste 6 mois. Et là, je suis en fin de contrat et j'avais besoin d'un challenge supplémentaire dans le sens où Mons, à l'époque, c'était un club qui jouait quasiment chaque saison top 4. Donc, c'était demi-finale de play-off, finale. On arrivait loin en Coupe de Belgique aussi. On a gagné une Coupe de Belgique avec Mons. Et donc, j'avais un rôle secondaire qui était très bien. Franchement, j'ai passé des super années et j'ai beaucoup appris. Mais j'arrivais à un moment où je me suis dit, voilà, maintenant, si je veux aller plus haut et si je veux me développer moi individuellement, j'ai besoin d'un rôle plus important dans une équipe. Et donc, j'ai fait le choix de partir pour une équipe avec un peu moins d'ambition, mais où j'allais être plus responsabilisé en fait. Et ça t'a Et vraiment aidé du coup pour plus tard. oui, je pense que clairement, ça m'a permis de passer plus de temps sur le terrain pendant les matchs, certainement faire plus d'erreurs, mais apprendre beaucoup plus aussi. Et donc sur 2 saisons, ben, passer un cap encore supplémentaire dans mon apprentissage, dans mon évolution en tant que joueur et pouvoir après rejoindre une équipe comme Les Charleroi. Spurs comme Charleroi. Mhm. Et alors, pour les fenêtres internationales, Mhm. comment ça se passe, en fait, au début, pour être recruté, commencer à faire parce que toi, tu as 35 sélections. 5 sélections, C'est énorme. vraiment. Ouais, ouais. Ouais, on a regardé. Ouais, ouais, on a fait nos devoirs. Je savais pas. Mais ouais, non, j'aurais pas su le dire combien de matchs j'ai joué en équipe nationale. Ce qu'il y a, c'est que ça a changé aussi. Au début, en fait, donc moi j'ai fait les. Ça se passe comment? On fait les écoles de jeunes de manière générale. Mhm. Il y a U16, U18, U20, U16. J'ai pas fait. Trop jeune, trop frêle, trop petit, pas assez fort, nanana. Normal. U18, j'ai fait en championnat A et j'ai fait U20 aussi en championnat A. Et après, bah, maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est des fenêtres. Pendant la saison, il y a 2 fenêtres internationales, en novembre et en février. Mais avant, tout se faisait pendant l'été, en fait. Donc, tout le monde faisait sa saison. Mhm. Puis, quand la saison était terminée, c'était soit les qualifs pour l'Euro, soit les qualifs pour la Coupe du Monde, soit voilà, la Coupe du Monde. Et donc, les saisons étaient interminables, quoi. Et généralement, quand c'était l'été, à l'époque, le sélectionneur prenait directement une trentaine de gars où on savait que plus de la moitié allait être cut, quoi. Et donc, généralement, Mhm. les plus jeunes, et moi, c'était le cas,
On arrivait début de stage et toute la première partie de l'été, on s'entraînait tous les jours avec le groupe élargi. Et puis au fur et à mesure des semaines, pardon, il y avait un cut qui se faisait pour arriver à l'équipe finale qui allait faire ou les qualifs ou la grande compétition. Donc c'est une grande compétition en interne finalement entre les joueurs. Oui, maintenant c'est différent parce que c'est une fenêtre. Il y a une semaine, même pas, il y a peut-être 5 jours pour préparer 2 matchs. Donc généralement les joueurs, on arrive le lundi, début de fenêtre, on s'entraîne, il y a un match le vendredi, un match le lundi, ou un match le samedi, un match le lundi. Donc le sélectionneur, il prend 14 joueurs max ou directement 12 et l'équipe elle est faite. Entre guillemets, il n'y a pas de compétition, on est dans le groupe ou on ne l'est pas. Il y a une sélection élargie, mais qui est juste administrative de 24. Mais quand ils font l'annonce auprès des joueurs, ils annoncent directement l'équipe finale quasiment, quoi. Un ou deux réserves près, quoi. Avant, on démarrait à 30 et voilà, et il y avait un cut qui se faisait au fur et à mesure, quoi. Donc, il n'y a pas de règles bien définies. Comment on entre, c'est aussi une question d'opportunité et de saisir aussi sa chance à un moment. On est là dans un groupe élargi, de montrer de quoi on est capable. Et après, bon, de toute façon, c'est pas nous qui contrôlons. Hein. Je veux dire, on contrôle ce qu'on fait, nous, en tant que joueur. Mais généralement, le coach, il a une idée bien précise de ce qu'il veut dans son équipe. Et puis, ça dépend. Il y en a un qui se blesse. Ah ben non, lui, pour finir, il est un peu moins en forme. Et donc, voilà, il y a des groupes qui se créent. J'aime bien le quand même. staff et le coach qui a le dernier mot, quoi. J'aime bien le système quand même, tu vois, ça, c'est beaucoup plus compétitif, ça. C'est en mode un peu Blue Lock. On arrive, on fait une équipe type, voilà, vous êtes 30, au final, le gars, il n'y en aurait que 12. Allez, donc battez-vous. Après, ça Donc, doit c'est être pour dur ça. pour certains joueurs aussi de... Bah, Ça t'est après, arrivé, toi, d'être dans la situation où bien justement sûr. t'es pas... Surtout les premières années, mais je veux dire, quand on rejoint le groupe et donc, quand tu fais la différence entre U16, U18, U20 et puis que tu rejoins le groupe senior, ben, tu arrives, tu as peut-être. Moi, je pense que j'ai commencé, je vais avoir, pas 22, peut-être 22 ans, et tu joues, j'arrive dans un vestiaire où tu as Axel Hervel, Van Rossum, Tabou, des mecs qui sont tous à l'étranger, qui ont déjà des carrières qui sont un peu plus vieux, qui ont des carrières déjà avancées. Donc, il y a beaucoup de respect aussi dans un groupe élargi comme ça. On connaît un petit peu aussi la hiérarchie et on essaie de faire notre place, mais c'est toujours dans le respect de c'est l'équipe qui primera, quoi. Ouais. Et peu importe le choix du coach, on est avec l'équipe nationale, on est dans le groupe élargi, on est quand même déjà fier de faire partie de ce groupe-là, quoi. Mhm. Et puis, on sait qu'en travaillant, bah, si c'est pas cette année-là, c'est peut-être l'année d'après ou peut-être l'année suivante. Moi, j'ai fait ma première grande compétition, l'Euro 2022, j'avais 32 ans. J'étais en équipe nationale depuis, voilà, j'avais 22, 23 ans. J'ai fait des qualifs, j'ai fait travailler tout l'été pendant plusieurs saisons et des fois pas avoir de match ou des fois faire les qualifs et puis la grande compétition arrive et là on n'est pas sélectionné. Mais on le sait aussi quand on le fait, quoi. On n'est pas dire le pire des pays à ce niveau-là. Hein. On prend la France. Les mecs qui font les qualifs, ils savent très bien qu'ils iront pas à l'Euro. Hein. Ouais. Ils ont équipe A, B, C, D. Même quand ils jouent avec l'équipe D, ils sont compétitifs et ils peuvent rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un processus et quand on arrive à la finalité, qu'on a la chance de faire un événement comme ça et jouer l'Eurobasket, bah, voilà, c'est un peu aussi la récompense du travail, voilà, concrétiser. Faut savoir profiter aussi de Ouais, ça, c'est ça, franchement. ouais. Ouais, non, c'est important. C'est ouf. Désolé, j'ai perdu fil, j'étais trop en train de... Non, moi, je me demandais comment est-ce que tu vois un peu l'avenir de l'équipe nationale belge. Est-ce que tu penses que avec tout le développement qu'on a, parce que j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup de joueurs qui commencent à vraiment prendre en comment dire, qui peuvent prétendre à de grandes carrières, des jeunes, je parle. Est-ce que tu penses que on peut se dire ah ouais tiens ça va aller vraiment de mieux en mieux et Bah, j'espère en tout cas. Alors maintenant on a deux moteurs là en NBA et voilà, ça doit être. qu'on n'a pas encore vu en Non, On on n'a n'a pas pas encore encore vu, vu c'est l'équipe vrai. nationale on découvrira un jour ou l'autre, c'est sûr et certain. Je pense que il faut être patient avec ce genre de joueurs qui sont sur la pente montante en NBA. Il faut leur laisser le temps de se stabiliser dans cette ligue-là. C'est une ligue qui est tellement compliquée à accéder. Quand on y arrive, il faut pouvoir se stabiliser avant de se lancer dans d'autres choses. Et moi, je ne sais pas personnellement
leur positionnement, mais je pense que c'est ça le positionnement. On doit être bien avec notre team avant de pouvoir venir aider l'équipe nationale. Et peut-être voilà, que l'équipe nationale a aussi une structure bien prête à les accueillir, quoi. Et j'espère, oui, que si on a ces deux moteurs-là, mais que l'équipe nationale puisse aller encore chercher des sommets plus hauts. On n'a pas encore fait une coupe du Monde, bah, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas rêver à ce genre d'événement pour la Belgique. On enchaîne l'Eurobasket là depuis plusieurs années. Pourquoi pas rêver plus haut, quoi. Maintenant, ça reste le basket et ok, on a ces deux individualités-là, pardon. Mais on a plein de joueurs un peu à gauche, à droite aussi pour venir. Et ça, ce qui a toujours été la force de la Belgique, c'est de créer un collectif, quoi. On a pas toujours, même rarement, été l'équipe la plus talentueuse, mais souvent la plus combative, la plus solidaire et à créer des exploits où personne ne nous attendait, quoi. Ça, c'est beau, ça. Les Lions, c'est très beau, ça. Mais tu parlais de structure. On voit que justement des pays que tu citais comme la France, la Grèce et tout ça, c'est aussi la Serbie aussi beaucoup. C'est des pays qui ont des très bonnes structures pour les jeunes. Tu vois, ils ont des centres de formation qui forment des très grands joueurs. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui peut manquer aussi en Belgique? Ou c'est qu'il y a un centre en Flandre, un autre vers Namur, centre à WBB. Est-ce que ça manque pas aussi de structure pour former des meilleurs talents, entre guillemets? Structure, oui, on peut toujours avoir des meilleures structures. Moi, je pense que la différence avec ces pays-là, c'est aussi une culture sportive, une politique sportive qu'on n'a peut-être pas toujours en Belgique. Et pourtant, avec le peu de moyens qui est mis dans le sport, et là, on peut parler de plein de sports, hein, on arrive à faire des résultats, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas énormément de moyens qui ont été mis dans le basket. Les garçons ont fait Eurobasket de génération en génération. Les filles, elles sont parties de rien, sont championnes d'Europe. Vraiment. Elles sont dans les top 3 équipes, si pas top 2 équipes au monde. Il y en a plein de sports. Le hockey sur gazon, ils sont arrivés tout en haut. On voit même maintenant le rugby qui est aussi sans moyens, qui est en train de se développer et faire des perfs. Donc, je pense qu'on a un potentiel sportif, mais on ne met pas toujours les moyens pour aider encore plus ces sports à se développer, quoi. Donc, je pense que en comparaison avec d'autres pays, je pense que c'est plus la base, en fait. Pour moi, c'est plus une culture. Une culture qui est développée vraiment, une politique qui est développée sportive aussi. Et alors oui, si on peut avoir en plus les structures, mais je pense que faciliter ça, la structure et tout ça, si on compare à des pays comme la Serbie et tout ça, je pense qu'on a des moyens aussi, hein. Ouais, c'est ça, vraiment, je pense que... Ouais, c'est vrai. C'est juste que je pense que eux, c'est vraiment dans le sang, quoi. Le sport, c'est... Bah, ça se forme petit à petit, je pense, et je fais une petite parenthèse, je pense que ça passe beaucoup aussi par justement ce que le Bruxelles est en train de faire en essayant de mettre vraiment le basket dans la culture commune à Bruxelles, ou alors ce que fait par exemple Janinho, tu vois, en étant très, tu vois, il va essayer de vraiment démocratiser le basket à une grande échelle. Je pense que c'est une première étape pour qu'il y ait plus de gens qui s'y intéressent et qu'il y ait un peu plus de moyens de trucs, voilà. Ouais, non, mais clairement, c'est sûr. Mais comme je disais, hein, ils développent vraiment un peu dans tous les sens, que ce soit pour amener des gens dans les salles. Ils essaient de faire des doubles affiliations aussi pour qu'on ait des jeunes qui puissent être présents aussi aux entraînements. Alors on a 11 ou... Je sais plus si on a 10, 11 ou 12 pros. Mais en plus de ça, on a plein de jeunes, 5, 6 jeunes, qui sont en division 2, en division 3, et qui viennent en double affiliation avec le groupe pro pour dire d'élargir le groupe, pour que la semaine, on ait aussi 14, 15 joueurs à l'entraînement, pour dire d'avoir des rotations, et pouvoir inclure tout doucement. On a eu des exemples comme Onyeka Agou et d'autres qui ont pris ce chemin-là et au final sont maintenant pros à part entière et ont pu intégrer le groupe. Et lui aussi, hein, ça va partir, ça peut aller loin. Ouais, on lui souhaite en tout cas. Ouais, vraiment. Pour conclure, parce qu'on arrive tout doucement à la fin. Mais ouais. Pour conclure, en général, on aime bien demander deux choses. Premièrement, est-ce que tu as une petite anecdote de carrière, un peu drôle ou un peu voilà, qui a pu t'arriver au cours de ta longue carrière que tu pourrais nous raconter ici? Là, j'en ai reparlé il n'y a pas très longtemps, donc je vais partir sur celle-là. Je pourrais réfléchir pendant une longue minute. Ah, doit y en avoir beaucoup, ouais. Pour en sortir, il doit en avoir, hein, mais
On parlait de l'Eurobasket, on parlait de la France, et c'est ça qui me vient. On était en prépa pour l'Eurobasket et on joue un match amical en France. On doit arriver peut-être 2 ou 3 jours avant. Bref, on est premier entraînement avant le match, la veille du match, je dirais. Et on était à l'hôtel, je prends mes affaires, j'arrive à la salle et là, je sors mes baskets. Et en sortant mes baskets, en fait, j'ai 2 pieds gauches. J'ai 2 baskets gauches parce que j'avais un modèle de chaussures, mais je l'avais 2 fois en fait. J'avais 2 fois la même paire de chaussures. Et je pensais avoir pris une droite, une gauche. Non, j'avais deux baskets gauches. Ça va être compliqué de s'entraîner avec 2 baskets gauches, quoi. J'ai dû m'entraîner avec les chaussures de Loïc Schwartz, qui a 1 ou 2 tailles en plus que moi. Et donc, c'était un entraînement un peu pâteau pour moi. Courir avec des chaussures trop grandes. Ça va que c'est à l'entraînement. Vraiment. Oui, voilà. Parce qu'en plein match, Il y en a d'autres. Moi, j'en connais aussi. On arrive au match. Ah merde, j'ai oublié mes baskets. Ouais, c'est un classique, ça. Voilà. C'est arrivé à tout le monde. C'est un classique, ouais. Ouais, je l'ai déjà fait. Non, j'avais un pote qui l'avait fait, Pablo. Et en fait, il avait demandé les chaussures à une équipe adverse parce qu'on était à l'extérieur. Ouais. Je crois qu'on était, je sais plus où on était, bref. On était à l'extérieur, il avait dû demander des chaussures à l'équipe adverse. Du coup, c'était marrant, il jouait avec les chaussures de l'adversaire. En plus, on a perdu. En plus, Voilà, vraiment, voilà, on est jusqu'au bout. Et aussi à la fin, du coup, pour conclure, quel conseil tu donnerais à nos jeunes basketteurs belges? Conseils, il y en a des milliers de conseils. Après, moi, je pense que... Enfin, moi, ce qui m'a toujours un peu drivé, c'est que le basket, ça a été ma passion depuis tout petit, en fait. Donc, ça a toujours été quelque chose de naturel. Je pense que de manière générale, que ce soit pour le basket ou dans la vie, c'est de trouver quelque chose qui nous botte et d'y aller, quoi. Et de ne pas se mettre de limites et de pouvoir en profiter. Si en plus, un jour, on peut en vivre, voilà, moi, je kiffe, quoi. Tous les jours, pouvoir vivre de ma passion, c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire, quoi. Ça fait plaisir. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. C'était cool. Merci beaucoup. Franchement, c'était très intéressant. J'espère que ça va motiver tous les jeunes basketteurs à pouvoir se lancer dans des carrières comme la tienne. Ah, aussi, du coup, faut en parler, oui. Il y a du coup le match le 23. On peut en parler maintenant. Nous, on sera présents. Donc voilà, on fait l'after party aussi avec The Muse. Il y aura Célia qui mixe, moi. Peut-être tu vas passer faire un petit tour. Ouais, mixer. Encore mieux. Ouais, en tout cas, voilà. Hein. Bonjour, ouais. Après le match, voilà, du coup, gagner comme ça, il y a plus de gens qui viennent, les gens sont dans la bonne ambiance, ça nous met bien. Mais du coup, voilà, rendez-vous les gars le 23 pour le match. C'est contre qui? Contre Antwerp Giants. Ça, c'est quelque chose. Hein. Comme match, ça va être pas mal. Ça fait plaisir. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve mardi aussi, mardi 23. Voilà. Bonne soirée tout le monde, bisous.